Bonjour à tous. Bonjour à tous les experts comptables et non-experts comptables qui nous écoutent. Bonjour Fanny. Euh, Bonjour à tous. merci merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des dons et mécénats. Quelle différence, quels avantages? Alors, du coup, au sein du comité association, on a trouvé que c'était un sujet hyper important pour tous ceux qui travaillent autour du monde associatif, mais plus largement pour les experts comptables. Et avant de commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, moi, je voulais quand même vous faire un rappel important. Euh, c'est que les experts comptables sont une profession qui font beaucoup de bénévolat, mais qui ne le valorisent pas. Donc, ayez en tête que ce webinaire s'adresse à vos clients et aux conseils que vous allez leur donner, mais peut-être aussi à vous aussi, à la fois dans le bénévolat que vous pouvez faire, mais aussi dans la mise en avant du sens de l'argent, puisqu'on on traite quand même de l'argent au quotidien. Et le bénévolat ou le mécénat sont des moyens d'utiliser finalement la réussite économique d'une entreprise pour défendre des valeurs sociétales. Et voilà, je trouve que c'est un sujet où l'expert comptable doit et peut être le conseil à la fois du chef d'entreprise pour lui dire qu'il peut optimiser son impôt, mais aussi il peut l'introduire à différentes associations qui sont souvent aussi clientes du même expert comptable. Donc voilà, on est un lien, autant en profiter. Alors, avant de commencer, je voulais remercier le comité association qui a participé à l'organisation de ce webinaire et que j'ai la chance d'animer depuis maintenant 2 ans. Le comité, c'est 20 professionnels qui sont experts comptables ou non experts comptables et qui sont spécialisés dans le monde associatif. On fait à peu près entre 6 et 8 webinaires par an et on publie des articles. Et enfin, on est à la disposition des différents membres de l'ordre de Paris-Île-de-France pour répondre à leurs questions ou pour essayer de traiter des sujets qu'ils peuvent avoir. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à nous solliciter, notamment des questions techniques. On essaie d'y répondre dans la mesure de nos capacités. Enfin, je vous invite à un événement qu'on organise tous les ans. Alors, le premier était en 2022, donc c'est tous les ans futur, qui est la grande journée du monde associatif. On a eu une belle journée qui s'est passée en 2022 et la prochaine, ce sera le 4 juillet 2023. Donc, voilà, vous pouvez tout de suite bloquer cette date. C'est une journée où vous pourrez, en une journée, vous former sur la partie technique, mais aussi avoir l'actualité au sens large du monde associatif avec des intervenants d'une grande qualité, comme le Haut Conseil de la vie associative, comme l'ADMICAL, comme un certain nombre de mouvements associatifs ou de fédérations qui ont toujours des choses à dire passionnantes. Une petite pensée pour Azilise Bolivie, qui n'a pas pu être là pour des raisons personnelles et que je vais essayer de remplacer sur cette première demi-heure. Mais merci en tout cas pour tout le travail amont parce que finalement, je n'arrive qu'à la fin. L'actualité du monde associatif. Avant de rentrer dans le don et mécénat, pourquoi on a choisi ce sujet? On a choisi ce sujet notamment parce que il y a eu en octobre, le 20 octobre 2022, la diffusion d'un reportage de Cash Investigation sur les dérives du monde associatif. Et je vous invite à le regarder. C'est un peu long, mais c'est quand même très intéressant de voir une vision très acerbe et assez dure des dérives du monde associatif. Alors, on pourra critiquer beaucoup de choses dans l'émission. Je pense tout de même qu'il faut que ça nous amène à réfléchir à la vigilance qu'il faut avoir sur cette richesse française qu'on a, parce qu'il existe des dérives et nous sommes les garants en tant qu'experts comptables dans les montages fiscaux qu'on peut faire, justement de préserver ces dérives. Deuxième actualité, enfin, juste pour terminer sur Cash Investigation, il faut savoir qu'on a eu une réponse officielle de Marlène Schiappa
qui défend le monde associatif. Donc, on a un ministère qui s'est engagé en réponse à ça en disant oui, il y a effectivement des cas qui peuvent être questionnés, mais globalement, c'est pas ça le monde associatif. Et l'objet de tous ces travailleurs et de toutes ces associations, la plupart du temps, c'est quand même pour défendre des belles causes. Le deuxième point d'actualité, c'est les obligations administratives sur les dons. Et ça, Fanny nous en reparlera dans la deuxième partie, vous en reparlera. Le 31 décembre 2022, c'est demain. Et si vous n'êtes pas totalement à jour sur les différentes déclarations liées à la loi aux deux lois qui sont passées en 2022 et en 2021, c'est le bon moment. Et puis enfin, la troisième actualité, alors elle paraît un peu réchauffée, mais quand on regarde les dossiers et des remontées qu'on a du comité, ça reste quand même important. C'est l'application du nouveau plan comptable associatif 2020-08. Beaucoup de dossiers n'ont pas encore fait et beaucoup de cabinets n'ont pas encore fait le chemin pour voir ce qu'il y avait dans cette réforme et l'appliquer au niveau des annexes et au niveau du nouveau plan comptable. On attire l'attention sur la nécessité de le faire. Donc voilà sur les actualités. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Le menu, il va être simple. On va essayer d'être concis et s'il y a des questions, on va pas les prendre au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et à la fin, Claire Delmas, qui est la gardienne de ce comité, évoquera quelques questions et on essaiera d'y répondre. Et si on n'y arrive pas, on viendra vers vous par la suite. Le mécénat, le produit partage, la question du formalisme, les dons qui sont faits par des personnes physiques. Une association a-t-elle la capacité d'émettre? Quelles sont les obligations de déclaration avec la réforme de 2022? Les associations, comment sont-elles contrôlées? Puisque pareil, 2022, ça change un peu. Appel à la générosité publique, appel à la ou AGP ou APG, où on en est. Même moi, je m'y perds. Et enfin, les contributions volontaires en nature. Donc voilà, 9 thèmes. On va essayer d'être bref et de répondre à ça. Et enfin, pour terminer sur les questions, donc posez-les au fur et à mesure. Si on ne peut pas y répondre, je vous le redis, on va organiser un forum aux questions spéciales en 2023. Donc, on vous répondra au travers d'un webinaire dédié. Et donc, du coup, ces questions, elles vont être stockées, mais ne vous inquiétez pas, on y répondra. Alors, quand on parle de mécénat, il faut savoir qu'on commence par le don des entreprises. Et la frontière, elle est assez mince. Si on passe au slide suivant, qu'est-ce que c'est que le mécénat d'entreprise? Le mécénat, c'est un soutien matériel et financier apporté par une entreprise, comme vous le voyez à l'écran, sans aucune contrepartie. La notion de contrepartie, c'est un point essentiel. Et c'est un organisme sans but lucratif qui présente à minima des activités présentant un intérêt général, puisqu'on peut aussi avoir le statut dessus, être reconnu d'utilité publique. Un mécanisme qui ouvre droit à la personne morale a une réduction d'impôt de 60%. Donc, comme je le disais tout au début, c'est vraiment intéressant pour les entreprises. Alors, les 60%, c'est pour la fraction en dessous de 2 millions d'euros, 40% au-dessus. Donc, si vous avez des très grandes entreprises, effectivement, l'avantage réduit. Ce que n'est pas le mécénat d'entreprise, c'est du parrainage, du sponsoring. Et ça, c'est un point qu'il faut toujours rappeler quand on a du mécénat qui est fait. Si l'entreprise parraine et en retire une contrepartie directe, à ce moment-là, ça ne rentre pas dans le cas. L'exemple qu'on cite, il est assez simple, hein, c'est une enseigne de grande distrib qui verse à un club de rugby pour montrer que quand il y a les matchs, ils sont là, ils sont présents et ils ont un beau logo sur les maillots. C'est pas du mécénat, c'est du parrainage. Pareil pour les banderoles publicitaires sur les bords de terrain pendant les matchs. Donc il faut bien distinguer. Et le premier rôle de l'expert comptable et votre rôle, c'est d'aiguiller d'un côté vers l'autre et de prendre le temps, si vous avez du mécénat ou des opérations, de bien voir avec le dirigeant où le classifier. Alors, on voulait revenir sur le produit partage. Le produit partage, souvent, on a des gens qui disent « Ah, ça, c'est quelque chose de nouveau. » Oui, c'est nouveau, mais ça date quand même, les premiers produits partage, c'est 1993. En tout cas celui qui a été connu et que vous connaissez peut-être, on se demande toujours ce que c'est.
tout simplement, si vous êtes allé acheter votre sapin, le sac à sapin, handicap international, 5 €, 1,50 € reversé, donc une part du prix qui est à la charge de la personne qui achète et une part qui retourne à une association. Le produit partage a fait l'objet de beaucoup de critiques au niveau de Cash Investigation. Pour rappel, il faut vraiment regarder si vous en avez dans vos associations. C'est en fonction des clauses contractuelles du contrat entre l'entreprise et l'association qu'on va qualifier ça de mécénat ou de parrainage. Le mécénat, ça donne des reçus fiscaux. Le parrainage, ça peut être considéré comme lucratif. Donc, grande vigilance. Et on vous a remis ici les faisceaux d'indices pour voir la qualification en mécénat. Donc, les faisceaux d'indices sont les suivants. Versement d'une somme fixe, ce n'est pas un pourcentage et c'est indépendant des volumes de vente. Donc, si dans le contrat, on a une sorte d'attirance à un pourcentage et au succès, à ce moment-là, ce n'est pas un produit partage. La commercialisation, elle est faite par l'entreprise. Le coût de communication, il est payé par l'entreprise. En aucun cas, l'association ne doit faire partie de cette démarche-là. Le prix de vente, il n'est pas augmenté par l'opération de produit partage. Si vous avez un bien qui était vendu hier à 10 €, il monte à 15 € s'il y a 5 € qui sont reversés et pas indirectement. Non, pardon, il ne monte pas à 15 €, excusez-moi. On n'est pas en train de se faire de la marge, c'est vraiment un produit partage. Il y a un reversement imputé directement sur la marge. Donc ça, c'est une vigilance si vous avez le prix d'avant. Et d'ailleurs, il est prévu que ce ne soit pas sur des nouveaux produits. Il y a une nécessité de transparence et d'informer le consommateur du montant reversé exact. L'organisme bénéficiaire ne doit pas communiquer et ne doit pas inciter à l'achat. Donc, si vous avez des associations qui se lancent, elles ne doivent pas promouvoir ce type d'opération auprès de leur public. L'organisme bénéficiaire doit être éligible au mécénat, ne doit pas recevoir de contrepartie à son versement. Les opérations de produits partage sur des nouveaux produits, comme je vous le disais, ne sont pas éligibles. Et enfin, l'information est relayée auprès d'une clientèle captive. Pour terminer, c'est une opération ponctuelle. Ça ne doit pas être un produit qui est en vente toute l'année. Donc, attention aux produits partage. Et comme je le disais dans mon introduction, on vous a remis ici le plan comptable. Le nouveau plan comptable, il est vraiment super. Il a les comptes qu'il faut. Donc, si vous êtes dans des opérations de parrainage, on vous a remis les comptes qui vont bien. Et enfin, on vous a remis l'article 142.7 pour rappeler que les conventions de produits partage va être soit la forme de mécénat, soit la forme de parrainage. Donc, l'administration fiscale est très claire sur le fait que ce n'est pas parce que vous faites du produit partage que vous êtes tout de suite dans une opération qui donnera un avantage fiscal. Le mécénat de la personne morale. Si on revient sur la base, le don a différentes formes. La plus simple, c'est le numéraire. On donne une somme d'argent. Ensuite, il y a le don en nature. Donc, c'est soit un bien mobilier, soit immobilier. Rappel, valorisation à la valeur vénale pour un bien immobilier et au coût de revient ou au coût d'achat pour les stocks. Et enfin, le don en compétences, le don en heures. Une entreprise met à disposition son personnel ou alors elle réalise une prestation de service. Attention, c'est la base du coût salarial, charge sociale incluse. Comme on vous l'a évoqué, c'est la notion de contrepartie. Ce n'est pas une notion absolue. L'administration fiscale admet qu'on peut avoir une contrepartie de faible valeur au don. Par contre, gros point de vigilance si vous avez des contreparties et on vous invite à formaliser dans vos dossiers de travail, si vous connaissez l'existence de contreparties, pour justifier que ce sont des contreparties symboliques ou de faible valeur qui rendent le don manifestement disproportionné au regard de la contrepartie. Attention à ces 25%. En pratique, l'administration admet une tolérance fiscale que la contrepartie puisse représenter 25%. Dans tolérance fiscale, il y a tolérance et les 25%, dans certains cas, ont été contestés quand on avait des dons très significatifs. Donc, vigilance sur ces 25%.
pense qu'il faut surtout retenir la contrepartie symbolique ou de faible valeur. Pareil là-dessus, le nouveau plan comptable vous permet, s'il y a des contreparties ou s'il n'y a pas de contrepartie, vous avez des comptes particuliers. Les obligations déclaratives. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises mécènes qui donnent plus de 10 000 € sont astreintes à une obligation de déclaration avec un formulaire spécifique. Le formulaire spécifique, c'est le 2069 RCI SD. Cette déclaration, elle porte sur le montant et la date des dons, l'identité des bénéficiaires, la valeur des biens reçus et services directement ou indirectement en contrepartie. Depuis le 1er janvier 2022, l'organisme bénéficiaire du don a l'obligation de délivrer à l'entreprise mécène un reçu fiscal. Donc le reçu fiscal, depuis le début de cette année, est obligatoire selon un modèle qui est arrêté par l'administration fiscale. Donc, l'obligation de présentation est nécessaire. Et enfin, l'obligation de déclaration de la part de l'entreprise est nécessaire. On voit bien là, au niveau de l'administration fiscale, une logique assez simple. Ils veulent des informations auprès des différentes associations sur le fait qu'ils émettent des reçus fiscaux, pour quel montant, on va le revoir un peu après. Et ils veulent de la part des particuliers et de la part des entreprises des déclarations. L'objectif derrière, c'est de matcher les deux bases et de pouvoir faire des contrôles là où il y a des écarts significatifs. Enfin, je vous rappelle que c'est pas parce qu'il y a émission d'un reçu fiscal par l'association que c'est l'association qui est responsable de la conservation des reçus fiscaux. C'est bien l'entreprise qui est responsable. Et pour rappel, la sanction pour les 10 000 €, c'est 1 500 €. Calcul du crédit, on voulait revenir là-dessus. Pour faire simple, si vous avez une chose à retenir sur le mécénat d'entreprise, c'est que c'est l'entreprise qui est responsable du calcul de la valeur et que c'est l'association qui est responsable du formalisme. Donc, c'est l'entreprise donatrice qui doit procéder à la valorisation. C'est pas l'association qui va vous dire combien coûtent vos salariés que vous mettez à disposition ou combien ça coûte un expert comptable qui passe 5, 10, 15 heures dans une association à titre gratuit. C'est bien l'entreprise qui est capable d'avoir ces éléments-là. De l'autre côté, c'est l'association qui va être responsable de produire le reçu fiscal comme il faut. Là-dessus, le conseil de l'expert comptable, il est essentiel. C'est vraiment important que vous rappeliez cette obligation à l'entreprise et aussi cette possibilité, puisque beaucoup d'entreprises ne font pas de mécénat. Pour rappel, 60% du montant donne lieu à crédit d'impôt dans la limite de soit 20 000 €, soit 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires. Donc, toute entreprise existant et payant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les revenus pour les individuels peut donner et avoir un avantage fiscal. Pour la partie IS, c'est 20 000 €. C'est un point important et si c'est quelque chose que vous trouvez utile dans votre communication, n'hésitez pas à le mettre en avant. Ça peut être à l'accueil de vos cabinets ou ça peut être au travers des différents rendez-vous que vous allez faire avec vos entreprises. La quote-part qui dépasse les 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, donc on peut donner plus et elle donne lieu à une réduction d'impôt sur les 5 exercices suivants après prise en compte des dons intervenus au titre de ces exercices et dans la limite des plafonds définis. Donc, si jamais vous n'avez pas utilisé, vous avez donné beaucoup une année, c'est pas grave, vous pourrez l'utiliser les années d'après. Parlons un peu de formalisme. Parce que le 8 juin 2022 est une date importante qu'on va évoquer plusieurs fois. On a eu des informations et des précisions dans la loi du 8 juin 2022 sur le conditionnement du bénéfice de l'avantage fiscal à la présentation d'un reçu. Ce que je vous disais tout avant, à compter du 1er janvier, le bénéfice est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration, un reçu avec un modèle fixé. Au moins, c'est plus clair. Comme je vous le disais aussi, c'est l'association qui doit, ou la fondation, ou le fonds de dotation, qui doit délivrer le reçu fiscal.
sur la responsabilité de la valorisation des dons en nature. Je ne reviendrai pas sur le sujet, mais je veux quand même préciser quelque chose ici. C'est que ça permet d'être sûr que vous vous en rappellerez bien. La valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l'organisme bénéficiaire. Donc l'organisme bénéficiaire, si vous survalorisez votre masse salariale, il ne peut pas être tenu responsable. Et il n'a pas à justifier de la valeur des biens et services et du montant de la rémunération du personnel. Obligation d'exhaustivité de la description des dons. Si vous faites des dons et si vous faites régulièrement des dons en nature, vous pouvez. Vous devez dire de manière exhaustive ce que vous allez donner. L'exemple est donné au paragraphe 93 de la doctrine. Il donne l'exemple de quelqu'un qui va donner 10 kg de patates, un ordinateur, 20 repas. Et donc, on voit bien qu'il faut faire une petite liste, valoriser au coût d'achat, et à la fin de l'année, à la fin du trimestre, à la fin du mois ou à la fin de la semaine, vous demandez un reçu fiscal. C'est l'association qui va décider de la rapidité d'émission du reçu. Là-dessus, il y a un vrai point de vigilance pour tous vos clients associations. Pour nous, cette réforme, elle peut avoir un impact sur le process d'émission des reçus fiscaux. Le process d'émission de reçus fiscaux de façon annuelle reste toujours possible, mais attention, parce que vous allez devoir gérer un gros volume, et notamment sur toute la partie nature, toute la partie mécénat de compétences, vous allez vous retrouver avec un décalage entre le moment où est réalisée la prestation et le moment où vous allez émettre les reçus fiscaux, avec une demande à faire à l'entreprise pour avoir les éléments nécessaires pour pouvoir préparer le formalisme et le reçu fiscal. Donc nous, on invite à réfléchir à cette procédure, qu'on soit expert comptable ou qu'on soit commissaire aux comptes, pour voir s'il n'y a pas lieu de la faire évoluer et de peut-être émettre des reçus fiscaux de façon plus régulière dans l'année, peut-être au trimestre, peut-être au mois, selon la volumétrie. Mais en tout cas, de ne pas avoir ce risque à la clôture, d'avoir en plus de la clôture des comptes, une clôture d'émission des reçus fiscaux qui est faite en année civile. Voilà sur ces éléments. Alors, si on parle un peu des particuliers, les dons aux particuliers, ça donne des avantages fiscaux pour le donateur, et c'est toujours bien de le rappeler. Et c'est un outil assez intéressant pour le monde associatif, pour essayer de recouvrer un certain volume de trésorerie. On est dans la période, alors j'ai plus en tête les chiffres exacts, mais je crois que 50% des dons sont faits sur la période de décembre. C'est vraiment le bon moment pour encourager le monde associatif à faire des campagnes. S'ils sont équipés et habitués, c'est un bon moyen de trouver des nouveaux moyens de financement. Alors, c'est un avantage en fonction de l'œuvre. C'est bien la qualité du donateur qui détermine l'avantage fiscal. C'est la qualité, donc un don d'une personne morale relève 238 bis. Pour une personne physique, c'est le 200 du CGI. Là, on va parler plus du 200 du CGI. Et donc, le don au profit d'organismes ayant un caractère soit philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial ou culturel ouvre droit à une réduction d'impôt. Donc, il faut vraiment rentrer dans cet objet avec ce caractère. Et dans ce cas-là, on peut émettre des reçus fiscaux pour 66% du montant des sommes versées. Bien sûr, c'est dans la limite de 20% du revenu imposable pour les personnes physiques. Ça peut être porté jusqu'à 75% dans la limite de 1 000 € pour tout type d'association, soit les associations d'aide aux personnes en difficulté, soit les associations cultuelles, ou, puisqu'il y a un traitement particulier chez nos amis d'Alsace-Moselle, un établissement public du culte reconnu d'Alsace-Moselle. Donc, 75% jusqu'à 1 000 € pour ces deux-là, 66% au-dessus, et possible jusqu'à 20% du revenu imposable.
Donc, si je reviens sur le départ, en tant qu'expert comptable, vous pouvez aussi, lors des déclarations fiscales des particuliers, inciter et promouvoir un certain nombre d'associations. Vous êtes le lien entre l'argent et son utilisation, soit au travers de l'impôt, soit au travers d'associations. L'avantage pour le donateur, personne physique, il est aussi pour l'IFI. Il y a une réduction de 75% des versements. La forme, c'est soit du numéraire, soit des titres cotés. La limite, c'est 50 000 € par an. Donc, pareil, 75%, il faut ne pas oublier à en faire profiter vos personnes physiques. Petite note sur les organismes collecteurs, si jamais vous en avez, si le don et versement sont réalisés par l'intermédiaire, et ça c'est une précision du 8 juin qui est importante, si donc c'est un intermédiaire d'un organisme qui n'intervient qu'à titre de simple collecteur, cet organisme n'est pas éligible au régime fiscal. Donc si vous avez des organismes collecteurs pour le compte d'eux, vigilants sur qui émet le reçu fiscal. L'organisme collecteur ne peut pas émettre le reçu fiscal. On va reparler pour les particuliers des formes de dons. De la même manière, qu'est-ce qu'un don? Soit c'est un don de main à la main du vivant du donateur. Pas besoin d'écrit pour faire un don. Ce n'est pas une donation, ce n'est pas un legs. Et dans le don, il y a une volonté de se dessaisir définitivement de la somme donnée. Ce n'est pas un prêt et il n'y a pas de contrepartie. On a donc les dons en numéraire, qui sont les plus connus, les dons en nature, uniquement sur les biens meubles, et les abandons de créances et abandons de frais bénévoles, dont on va reparler juste après. L'acte authentique, c'est la donation. Donc là-dessus, c'est important de bien séparer le don et la donation. Et là, on parle du don, on ne parle pas de la donation. Le montant du don, s'il représente une part significative du patrimoine du donateur, à ce moment-là, il pourra être considéré comme une donation. C'est là où on voit que la définition entre les deux parfois porte à confusion. Mais retenez quand même que sauf si c'est sur un montant significatif du patrimoine, on est dans des dons et on n'a pas le formalisme de la donation. Alors, les formes du don, lesquelles sont-elles? Les formes du don, ça peut être des dons des particuliers éligibles à la réduction. Donc, on a dit juste avant, dons en numéraire, dons en nature, dépenses engagées par les bénévoles. Il existe aussi une autre manière de donner, abandon express de revenus ou de produits. Ça veut dire, vous hébergez une association, vous ne percevez pas les loyers, vous avez des produits de placement solidaire qu'en fait vous ne touchez pas. Le donateur en a la disposition préalable, donc ça passe par vous, et ces produits sont imposables à l'IR ou au revenu foncier. Ce n'est pas parce que vous donnez que du coup, ils ne sont plus imposables, mais vous les donnez puisque vous ne les percevez pas. Et enfin, il existe les cotisations sans contrepartie. Deux petits focus là-dessus. Les dépenses engagées par les bénévoles, c'est un point qui entraîne systématiquement des contrôles fiscaux. Elles doivent être engagées dans le cadre de l'activité bénévole. Ça paraît logique. Donc, c'est dans le cadre de l'activité. C'est pas de manière générale un bénévole qui peut mettre ses frais. En vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'organisme et dûment justifié et réellement engagé. Et enfin, faisons l'objet d'une renonciation expresse. Donc, si vous avez des abandons dans vos dossiers de dépenses, ils doivent être écrits et il vous faut un écrit à minima par bénévole qui a abandonné, qui signe de sa main en fin d'année. À ça, j'ajouterais une vigilance sur le contrôle et la justification des dépenses, parce qu'on voit trop d'associations où on a un manque de formalisme et qui derrière se font redresser avec des conséquences assez fortes. Et il est fort probable que dans les années à venir, ces associations seront de plus en plus contrôlées, puisqu'on a un outil de contrôle fiscal qui s'est renforcé, comme va nous l'expliquer Fanny un petit peu après. La notion de contrepartie, on voulait revenir dessus. C'est une contrepartie institutionnelle ou symbolique. Ça peut être la qualité de membre de l'association, ça peut être un titre honorifique. Donc, on peut
avoir une cotisation qui ne donne aucune contrepartie, qui est considérée comme un don. Attention là-dessus, vous avez dans le plan comptable des cotisations sans contrepartie et cotisations avec contrepartie. Du coup, qu'est-ce qu'une contrepartie? Ça peut être un bien, une prestation de service, par exemple l'organisation d'un événement annuel, la mise à disposition d'une revue, la mise à disposition d'équipements, un accès privilégié à une prestation, des équipements sportifs où vous pouvez aller, ou alors des cours que vous pouvez suivre, des cours en ligne. Tout ça, c'est des contreparties. S'il n'y a aucune contrepartie, à ce moment-là, la cotisation peut faire l'objet d'un reçu fiscal. De notre point de vue, il faut être très vigilant sur l'émission de reçu fiscal pour des cotisations sans contrepartie. C'est quelque chose qui est hautement risqué. Et donc, soyez vigilants sur cette contrepartie et sa valorisation si jamais vous envoyez dans les dossiers. Petit point sur le cas particulier des publications. Si vous avez des associations qui publient des choses, si la diffusion de ces publications ne constitue pas une activité lucrative, donc si vous n'avez pas un régime particulier qui vend à des tiers et qui est une activité lucrative, à ce moment-là, ce n'est pas une contrepartie. La feuille de chou qui n'est facturée à personne, ce n'est pas une contrepartie qui peut remettre en cause l'avantage fiscal. Enfin, petite précision à droite, comptablement, la cotisation se comptabilise à l'encaissement effectif, sauf en cas d'émission d'appel à cotisation donnant lieu à un droit de recouvrement. Donc vous êtes à l'encaissement, sauf si dans les obligations qui vous incombent par rapport à l'association, il y a un process de recouvrement et un droit de recouvrement. On va terminer sur la donation temporaire d'usufruit, qui n'a que peu d'avantages, puisque vous ne donnez que temporairement, pas d'avantage fiscal au donateur. Le seul avantage qu'elle a, c'est un intérêt pour l'IFI, puisque du coup, il y a une donation temporaire d'usufruit, donc la donation, la DTU, qui porte sur des biens meubles dans le cadre de l'IFI fonctionne. Les bénéficiaires peuvent être des associations ou des fondations RUP, des associations cultuelles et des établissements d'enseignement supérieur ou à but non lucratif. Si la DTU est réalisée au profit d'une association d'intérêt général ou d'un fonds de dotation, la procédure d'abus de droit peut être mise en œuvre par l'administration fiscale. Donc pareil, petite vigilance quand vous avez des donations temporaires d'usufruit. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur cette partie. Et je vais laisser la parole pour la suite du webinaire à Fanny. J'espère vous avoir intéressé. Alors Fanny, les organismes sans but non lucratif, qu'en est-il de cette capacité à émettre des reçus fiscaux? Merci Jean-François. Donc maintenant, on va effectivement changer de côté et passer du côté de l'organisme bénéficiaire de ces dons des particuliers et de ces mécènes d'entreprise. Donc déjà, qui a la capacité à émettre des reçus fiscaux? Donc c'est la notion d'intérêt général qui prévaut. Et qu'est-ce que l'intérêt général? Donc l'intérêt général, c'est une notion purement fiscale. La fiscalité prévoit que l'intérêt général, c'est d'exercer son activité en France. C'est possible quand même d'émettre pour certains organismes ayant des missions à l'international des reçus fiscaux, mais sous certaines conditions. Le don doit être effectué à titre gratuit sans aucune contrepartie. Donc les notions de contrepartie, on les a vues précédemment. L'organisme doit être d'intérêt général, donc à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, humanitaire, sportif ou culturel. Donc attention dans la rédaction de l'objet de l'association dans les statuts, parce que c'est souvent un point qui est retoqué dans le cadre de rescrits fiscaux. La gestion de l'organisme doit être désintéressée et une activité non lucrative. L'association ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes, donc ça doit être une association ouverte. Elle ne doit pas servir uniquement l'intérêt de plusieurs familles, personnes ou entreprises. Et enfin, les reçus fiscaux doivent comporter les mentions prévues par le modèle type de l'administration.
Donc, il y a deux notions qui sont particulièrement à étayer. C'est effectivement la notion de contrepartie et la notion de gestion des intéressés. Donc, la notion de contrepartie, donc on l'a évoqué tout à l'heure, pour une entreprise, c'est les 25% sur le mécénat. Pour les particuliers, il y a aussi cette notion de contrepartie institutionnelle ou symbolique contre une contrepartie tangible qui, elle, ne pourra pas donner lieu à l'émission d'un reçu fiscal. Donc, il y a pareil une tolérance fiscale sur les contreparties pour les particuliers, avec une valorisation maximum de 73 € au cours d'une même année civile. Et l'absence de disproportion marquée, donc rapport de 1 à 4 entre le don et la contrepartie. Donc, il y a aussi ce seuil des 25%. La notion de gestion désintéressée, donc là, c'est la gestion bénévole effective de l'association. Donc, avec un point d'attention à avoir dans le cadre de nos missions, effectivement, sur l'examen de la situation des dirigeants de droit, de fait et de leur rémunération ou contrepartie qu'ils pourraient percevoir dans le cadre de leurs fonctions. Et l'absence d'attribution de parts d'effectifs aux membres et distribution de ces excédents, bien entendu. Donc, le caractère désintéressé, c'est dans le cadre des rémunérations des dirigeants de l'association, c'est effectivement le fameux seuil des 3/4 du SMIC, ou pour les plus grosses associations donc, qui ont 200 000 € de produits sur 3 ans, une rémunération de 10 284 € bruts par mois pour les grosses, et pour les petites, les 3/4 du SMIC, c'est 1 202 €. Donc, il faut vraiment avoir un point d'attention sur la rémunération des administrateurs du bureau qui pourrait remettre en cause la notion de gestion des intéressés. Sur la notion de non-lucrativité, c'était un point d'attention à apporter, donc toujours sur la capacité à émettre les reçus fiscaux. Dans le cadre d'une association qui aurait à la fois des activités lucratives et non lucratives, il est quand même possible d'émettre des reçus fiscaux et de conserver son caractère d'intérêt général, donc à condition que les deux activités soient bien sectorisées. Donc concrètement, c'est la mise en place d'une comptabilité analytique d'un secteur distinct d'activité, et il faut que les versements donnant lieu à reçu fiscal soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif. Donc, un rappel de la doctrine fiscale sur la mise en place d'un secteur distinct d'activité, effectivement, c'est qu'il faut aussi y imputer et y affecter les acquisitions de biens et de services et les immobilisations nécessaires au bon fonctionnement du secteur. Donc, quelles sont les obligations déclaratives pour le bénéficiaire? Donc, ça, c'est la grande nouveauté suite à la réforme de 2021. Nouvelle obligation déclarative des reçus fiscaux émis. Donc, ça, c'est la fameuse déclaration des dons ayant donné lieu à l'émission de reçus fiscaux. Donc, l'association doit pouvoir suivre le nombre de reçus fiscaux émis au titre de l'exercice 2021, donc première année d'entrée en vigueur de cette obligation, ainsi que le montant total des reçus fiscaux émis. Donc, comme on le disait en introduction avec Jean-François, c'est effectivement une prolongation exceptionnelle donc au titre de l'exercice 2022, puisque c'est la première année de déclaration. Donc, les reçus fiscaux de 2021 peuvent être déclarés exceptionnellement jusqu'au 31/12/2022. Pour 2023, donc une fois qu'on aura pris le rythme, la déclaration devra être faite dans les 3 mois de la clôture de l'exercice. Donc concrètement, c'est début mai. Cette obligation, donc, ça dépend aussi de la situation fiscale de l'association ou de la forme de l'organisme. Donc, pour une association fiscalisée, c'est via la 2065 SD. Pour les entités soumises à l'imposition sur les revenus patrimoniaux, c'est via la 2070.
Et pour les entités qui seraient exonérées de toute fiscalité, donc concrètement, c'est les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont la dotation initiale est non consomptible, il faut faire réaliser cette déclaration via le site démarchesimplifiée.fr. Donc, si on ne remplit pas l'obligation déclarative pendant 2 années de suite, sera passible d'une amende de 1 500 €. Une nouvelle obligation déclarative donc, qui fait aussi suite à la réforme, c'est les dons en provenance de l'étranger. Donc, pour les associations cultuelles, elles devront dorénavant déclarer tout avantage aux ressources provenant d'une entité étrangère supérieure à un montant fixé par décret, et le décret est paru depuis, sauf celles faisant l'objet de libéralité. Donc en fait, les donations et les legs sont hors du champ de cette obligation déclarative puisqu'elles font des obligations spécifiques, l'objet d'obligations spécifiques. Donc, le décret a fixé le seuil de déclaration au niveau de 15 300 € à son article 4. Donc, je vous ai mis le numéro du décret 2022-619. Elle concerne donc les associations cultuelles qui dépassent ce montant donc de ressources en provenance de l'étranger. Ces avantages et ressources, quelles sont-elles? C'est des apports en fonds propres, des prêts, des subventions, des dons manuels, les mécénats de compétences, le prêt de main-d'œuvre, les dépôts et les contributions volontaires. Donc, on peut entrer très rapidement dans le champ de cette obligation déclarative. Donc, c'est un point d'attention à garder en mémoire si vous avez des associations cultuelles. Nouvelle obligation déclarative, mais cette fois-ci comptable, donc avec le nouveau règlement ANC 2022-04, donc qui va entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Mais au vu de ce que ce règlement impose, il convient quand même de l'anticiper. Donc, ce nouveau règlement impose la mise en place d'un État séparé des avantages et des ressources provenant d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France, à présenter dans l'annexe des comptes annuels des entités suivantes. Donc, les associations cultuelles y sont soumises. Les associations donc mentionnées au second alinéa de l'article 4.1 de la loi du 23 juillet 1985. Donc concrètement, c'est les associations percevant plus de 153 000 € de dons et les fonds de dotation. Donc finalement, le scope de cet état séparé des avantages et ressources est quand même très large. Et après, ce nouveau règlement induit aussi des nouvelles obligations comptables pour les associations ayant une activité en relation avec l'exercice du culte. Donc, toutes ces nouvelles obligations à présenter en annexe des comptes seront à mettre en place pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Et à noter que pour les associations cultuelles dont le montant de ce type de ressources dépasse 50 000 €, elles devront présenter un compte emploi ressources en complément. Donc, c'est vraiment quelque chose à anticiper, ce nouveau règlement NC 2022-04, donc qui viendra compléter le 2018-06. Donc, toutes ces nouvelles obligations déclaratives, elles donnent lieu à de nouveaux contrôles. Donc, les contrôles induits par la loi séparatisme, donc la loi de 2021, concrètement, de 2018 à 2021, on avait un contrôle de concordance de délivrance de reçus fiscaux. Donc, une association pouvait être soumise à un contrôle sur place de l'administration dans ses locaux, pour ce contrôle ayant pour but de s'assurer que les montants reportés sur les reçus fiscaux correspondent bien aux dons et versements comptabilisés. Donc, c'était vraiment un contrôle de concordance sur pièce qui impliquait aussi des obligations donc, de numérotation de façon chronologique et continue et de conservation
pendant 6 années. Donc c'était ce qu'on appelle la piste d'audit fiable, finalement, la garantie. Mais à compter du 1er janvier 2022, donc l'article L14-A du livre des procédures fiscales a été modifié. Et maintenant, au-delà du simple contrôle de concordance, l'administration fiscale maintenant peut se prononcer sur la capacité de l'association à émettre ses reçus fiscaux. Donc elle prévoit aussi un contrôle sur place, donc suivant les règles prévues, la régularité de la délivrance des reçus et le droit à bénéficier de la réduction d'impôt. Donc des articles 200, 238 et 978, donc qui sont les dons aux particuliers, mécénat et IFI. Donc finalement, le contrôle est élargi puisque ça peut remettre en cause la capacité de l'organisme à émettre des reçus fiscaux. Et les sanctions peuvent être importantes puisque l'amende peut être égale au taux de la réduction d'impôt, donc calculée sur la base des sommes indûment mentionnées sur le reçu. Donc concrètement, on peut être redressé sur le montant de l'avantage fiscal qu'on a procuré. Donc pour pallier à tous ces risques, vraiment, et c'est le conseil, c'est la mise en place des rescrits fiscaux. Donc on a fait un rappel de la différence entre le rescrit fiscalité et le rescrit mécénat. Celui fiscalité, donc c'est vraiment s'interroger sur le caractère lucratif d'une ou plusieurs activités de l'association et aussi sur le mode de fonctionnement, donc typiquement la gestion des intéressés. Et le rescrit mécénat, c'est vraiment la demande de puis-je délivrer des reçus fiscaux. Et concrètement, les deux peuvent fonctionner ensemble puisque le caractère lucratif peut remettre en cause le caractère d'intérêt général et donc la capacité à émettre des reçus fiscaux. Donc vraiment, pour pallier à tous ces nouveaux risques de contrôle, ne pas hésiter à mettre en place des demandes de rescrit pour s'assurer qu'on est bien dans les clous. Donc un point sur l'appel à la générosité du public, puisque la nouvelle loi a induit aussi certains changements sur ce point. Donc là, c'est la loi du 1er juillet 2021, donc prévoyant de nouvelles facilités de trésorerie et de financement pour les associations, qui a modifié certains termes qu'on avait l'habitude maintenant d'employer, mais qui, au-delà de la modification des termes, peut aussi induire des seuils plus larges. Donc, la notion de don collecté devient une ressource collectée et la notion d'appel public à la générosité redevient un appel à la générosité du public. Donc, ce changement de terminologie est également accompagné par une définition plus large de la notion de ressources collectées, donc qui se substitue à celle de don collecté. Donc, la notion de ressources collectées va faire potentiellement franchir à un plus grand nombre d'associations et de fondations le fameux seuil des 153 000 €, entraînant de nombreuses obligations qui en découlent et qui vont être exposées ci-après. Donc concrètement, la déclaration à la préfecture, l'établissement du fameux CROD et CVR, la nomination du commissaire aux comptes et l'obligation de dépôt de ces comptes à la DINA avec des nouvelles vérifications spécifiques du commissaire aux comptes. Donc l'obligation déclarative à la préfecture, donc concrètement, elle se fait à la préfecture du département du siège de l'organisme. Si l'organisme lance plusieurs appels au cours de la même année, elle peut effectuer une déclaration annuelle auprès de la préfecture. Donc, pour déclarer et faire sa déclaration préalable, il faut remplir donc 2 conditions successives. Donc, intervenir pour soutenir, donc ça reprend finalement l'objet de l'association. Une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle, ou participant à la défense de l'environnement, et que le montant des ressources collectées dépasse 153 000 € lors de l'un des 2 exercices précédents ou de l'exercice en cours.
Donc concrètement, si on dépasse au cours de l'exercice, on régularise en faisant une déclaration à la préfecture. L'établissement du CROD et du CER, donc ça c'est une obligation qui a été mise en place avec le nouvel règlement ANC 2018-06 et qui s'applique aux associations, fondations et fonds de dotation qui font appel à la générosité du public. Donc là, c'est vraiment la notion d'appel à la générosité du public qui entraîne comptablement le CROD et le CER. Et donc le champ d'application est très large puisque c'est les associations, les fondations et les fonds de dotation. La nomination du commissaire aux comptes. Donc, pour rappel, il y a 2 seuils en fonction de 2 catégories de revenus qui sont les subventions ou les dons publics ouvrant droit à un avantage fiscal. Le seuil, c'est 153 000 € et la doctrine de la CNCC rappelle que si en cumulatif de subventions plus dons, on dépasse le seuil de 153 000 €, ce n'est pas applicable. C'est vraiment si l'une ou l'autre des ressources dépasse seule le seuil des 153 000 €. Donc, il faut appréhender subventions et dons séparément pour le calcul du seuil. Et c'est la notion d'émission de reçu fiscal et de don du public qui prédomine sur ce seuil. Et donc, l'obligation de publication des comptes et vérification spécifique du commissaire aux comptes. Donc ça a été remis ou précisé par la fameuse loi dite séparatisme. Donc dorénavant, lorsque les comptes de ces organismes sont légalement soumis au contrôle du CAC, celui-ci contrôle également la publication sincère de ces comptes dans le cadre de ces vérifications spécifiques. Donc, les comptes doivent être impérativement publiés sur le site de la Direction de l'information légale et administrative, donc le DILA. Et le défaut de publication sincère peut conduire le commissaire aux comptes à signaler cette irrégularité à la prochaine réunion de l'organe délibérant, donc le fameux article L823-12, et peut entraîner une révélation au procureur de la République. Donc la CNCC a publié un avis technique relatif à la vérification par le commissaire aux comptes de la publication sincère des comptes annuels pour les organismes faisant appel à la générosité du public. Et le champ d'application, donc c'est un organisme faisant appel à la générosité du public légalement soumis au contrôle du commissaire aux comptes et dont le montant des ressources collectées par ce biais excède le seuil de 153 000 €. Donc, pour nos confrères commissaires aux comptes, cette obligation de vérification spécifique est applicable pour les exercices clos à compter du 3 juillet 2021. Et donc, un dernier point comptable apporté par le nouveau règlement et qui finalement est un peu la synthèse de tout ce qu'on vient de se dire, puisque ça reprend à la fois du mécénat en nature, en compétences, du bénévolat, du temps passé. C'est la valorisation des contributions volontaires en nature du côté du bénéficiaire. Donc l'esprit de la loi, c'est qu'effectivement, tout ce temps passé qui était hors champ de la présentation de l'information financière, alors que ça représentait une grosse partie de l'économie des ESBL, n'était pas valorisé. Donc la volonté de l'intégrer dans les comptes annuels, ça permet aussi de voir tout l'effort associatif qu'il y a derrière. Donc la définition des contributions volontaires en nature, c'est un acte par lequel une personne physique ou morale apporte à une entité un travail, des biens ou des services à titre gratuit. Donc en travail, c'est le bénévolat, donc par des personnes physiques, ou le mécénat de compétences, donc évoqué en début de ce webinaire, pour les personnes morales. En bien, donc c'est un don en nature des personnes physiques ou des personnes morales, donc le mécénat en nature, ou en service, c'est la mise à disposition de locaux, prêt à usage, fourniture gratuite de services. Donc la nature et l'importance des CVN sont des éléments essentiels à la compréhension de l'activité de l'entité. L'entité est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en nature.
Donc, quand elle est en mesure de recenser et de valoriser, c'est à comptabiliser en classe 8 du compte de résultat, au débit et au crédit. Lorsqu'on décide de ne pas les intégrer au compte, mais de les justifier en annexe, il faut expliquer la décision de ne pas comptabiliser et l'information sur la nature et l'importance des CVN. Et je voulais faire un petit point d'attention sur ces CVN, puisque pour pouvoir les valoriser, il faut désormais mieux les suivre. Donc, ce qui indique aussi, ce qui implique la mise en place de processus pour voir le temps passé des bénévoles et pouvoir les valoriser. Mais attention à la requalification des contrats de bénévolat en contrats de travail. Donc le bénévolat et le risque de requalification, et c'est un rappel vraiment important puisqu'on commence à voir des requalifications qui sont tombées récemment. Donc pour rappel, un contrat de travail, qu'est-ce que c'est? C'est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre sous sa subordination moyennant une rémunération. Donc cette définition, elle est assez simple, elle est assez claire, mais sur certains points, le bénévolat pourrait faire l'objet d'une requalification, donc notamment sur le critère de subordination. Est-ce que j'impose à mon bénévole des horaires fixes? Est-ce que j'ai un pouvoir de sanction sur lui? Et un critère de rémunération, et là, attention aux frais, puisque c'est là-dessus qu'on pourrait être requalifié. Donc pour rappel, les sanctions, c'est le paiement du salaire dû pendant la période de travail et c'est le paiement des cotisations afférentes. Les recommandations à mettre en place auprès de vos clients pour éviter toute éventuelle requalification en contrat de travail du bénévolat. Alors, sur le lien de subordination, il y a deux faisceaux d'indices. C'est que le bénévole exerce une activité de salarié à temps complet par ailleurs. Concrètement, il ne peut pas exercer deux contrats de travail en même temps. Ou que le bénévole est membre de l'association. Parce que la loi de 1901, à son premier article, précise que l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Donc être membre, finalement, c'est ouvrir le droit de mettre en commun son activité. Donc c'est un faisceau d'indices pour diminuer le risque. Et sur la rémunération et les éventuelles contreparties en nature qui pourraient être octroyées aux bénévoles, elles doivent rester limitées et justifiées et ne pas dépendre uniquement du contrat de travail, accompli par le bénévole. Donc, il n'est pas exclu que le bénévole perçoive une indemnisation de frais, à condition que ces remboursements correspondent aux frais réellement engagés. Donc, il faut vraiment éviter les indemnités forfaitaires et pouvoir justifier de l'ensemble des frais qui seront remboursés aux bénévoles. Sinon, on peut aller chercher un faisceau d'indices comme étant une rémunération et remettre en cause le bénévolat avec d'autres faisceaux d'indices sur le lien de subordination, notamment. Donc, merci à tous pour votre attention. Claire, je crois qu'on est à la fin du webinaire. J'espère qu'on a pu traiter la majorité des problématiques relatives au mécénat et aux dons des particuliers, mais aussi à toutes les nouvelles obligations qui sont maintenant imposées aux associations. C'est vrai qu'il y a eu deux lois fondatrices en 2021 qui ont changé énormément de choses. Et pour nous, experts comptables, avoir un bon visu sur toutes ces obligations est essentiel. Il y a une question concernant le bénévolat. Doit-on ou peut-on qualifier les temps des administrateurs? L'administrateur est par définition bénévole, donc à mon sens, oui, on peut les valoriser
comme du temps bénévole. Je cherche d'autres questions, pardon. Juste pour information, du coup, le PowerPoint sera envoyé avec votre attestation de présence à ce webinaire, puisque c'est la question qui revient le plus. Il y a une question. Pourriez-vous préciser pourquoi une remise en question des DTU à un FDD plus particulièrement? Ah, donc la donation temporaire d'usufruit. Tu peux me redonner la question, Claire? Pourriez-vous préciser pourquoi une remise en question des DTU à un FDD plus particulièrement? Alors, la DTU, je reviens sur les Vu que slides. c'est la partie de Jean-François, faut Oui. peut-être on répond. Peut-être Pardon, c'est que je par prends mail. dans. On répondra ultérieurement par mail. Après, j'ai une autre question. On pourrait créer un organisme commun d'œuvre aux entrepreneurs nécessiteux pour couvrir les clients mauvais payeurs. Je ne sais pas. Ah, ça, c'est une question pointue. Alors, je ne sais pas. Non, mais après, Tu peux me la lire doucement, Claire? Attends, j'essaye. Désolée, c'est que j'ai des questions qui arrivent aussi en même temps. Attends. Alors, sinon, j'en ai une autre. Je ne comprends pas comment déclarer une association non fiscalisée sur le site des démarches simplifiées. Concrètement, les modalités d'inscription sont très simples. On a un formulaire à répondre et à remplir. L'expert comptable peut le faire. Et après, on a une attestation du site internet qui atteste qu'on a bien répondu à son obligation de déclaration. Mais cette déclaration, elle reprend uniquement pour le coup le nombre de reçus fiscaux émis et le montant des reçus fiscaux. Il n'y a pas d'autre information à mentionner que ça. Alors, j'en ai une autre. Si l'association émet des reçus fiscaux, faut-il utiliser un journal spécifique pour identifier les reçus fiscaux et respecter la chrono des numérotations? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. C'est bien de pouvoir les suivre et comme ça permet aussi de relier la chronologie avec la comptabilité et de vraiment isoler la partie reçu fiscal, notamment si une association aurait plusieurs activités, une sectorisation. Et là, j'ai vu le temps, on peut prendre une dernière question. Alors, vous avez parlé du don international pour les assos culturels. C'était dans ta partie, ça? Alors, le don international, effectivement, j'ai pas. C'est celle de Jean-François. Hein. Non, mais j'ai pas précisé, je l'ai pas mis dans les slides Alors, parce que je trouvais que c'était suffisamment spécifique pour faire l'objet d'un point particulier sur effectivement les dons à l'étranger et la capacité de l'association à émettre des reçus fiscaux si elle a des activités à l'étranger. Mais c'est une bonne piste pour un prochain webinaire. Sinon, s'il y a d'autres questions qui sont passées, parce que je vois qu'il y a des précisions, il y a des questions, je pense qu'on pourra les prendre et puis les répondre dans un second temps parce qu'il est déjà 10h36. Donc, voilà. Comme ça, Merci à on reste tous. dans le timing. Et puis, on mettra un point d'attention effectivement à répondre à toutes les questions qui ont été formulées au cours de ce webinaire. C'est vrai que le webinaire était assez volumineux, donc ça laissait peu de temps en questions, mais on y répondra bien sûr dans le cadre de la commission association. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.